RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Salut à tous, bienvenue sur RMC le dimanche matin à la radio et évidemment en vidéo sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et sur la chaîne 01 TV sur les box SFR, Orange, Free et France. Je suis très heureux de vous retrouver car au beau milieu de cet été 2020, tout à l'heure je vais vous faire découvrir sans doute l'un des cartons de la rentrée. Il s'agit d'un nouveau vélo et c'est le vélo Angel. C'est un vélo 100% français, fabriqué en France et porté par l'un des plus talentueux entrepreneurs français. Marc Simoncini sera avec moi tout à l'heure. On parlera du vélo aussi, mais un petit peu de sa carrière, une carrière éblouissante. Ça sera tout à l'heure donc dans De quoi je me mêle pour le deuxième module. D'ici là, n'hésitez pas bien sûr à réagir au contenu de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Et puis bien sûr, vous avez la page Facebook qui vous attend pour partager votre passion de la tech. N'hésitez pas. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et vous le savez, De quoi je me mêle commence par l'actu tech de la semaine. Et pour commenter cette actu, eh bien, j'ai Jean-Sébastien Zanqui qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com et c'est Gonzague dans Wicourt qui s'y colle aussi cette semaine. Salut Gonzague. Salut François. Blogueur, entrepreneur, spécialiste de l'internet et des vélos aussi. Tiens, c'est pour ça que tout à l'heure, je pense que tu vas écouter avec beaucoup d'attention l'interview de Marc Simoncini. Mais pour débuter, l'actu de la semaine, avant d'évoquer cet incroyable piratage de Twitter qui fait vraiment les choux gras de la presse aujourd'hui et depuis quelques jours, on va évoquer cette info de Samsung qui n'est pas passée inaperçue. Samsung qui nous parle d'ores et déjà de la 6G. C'est ça, de la 6G. C'est pas facile à dire d'ailleurs. Il va falloir 5G, ça va, mais 6G. Samsung qui fait la 6G, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors c'est intéressant à plus d'un titre parce que c'est notamment sur les usages. Par exemple, est-ce que ça vous dirait d'avoir un jumeau numérique que vous pourriez envoyer à votre place au bureau ? C'est sympa comme idée. Ah, ça c'est vous pas mal. Chez vous, c'est le futur du télétravail. C'est ça, exactement. C'est un peu ça. Et c'est un des usages qu'imagine Samsung sur cette 6G, donc, qui, d'après le constructeur coréen, serait disponible à partir de 2028. Samsung fait le forcing pour que ce soit disponible donc 2 ans avant la date de 2030, qui est la date cible, on va dire, de toute l'industrie pour la 6G. Alors, ce genre d'usage, ça sera possible grâce à déjà des débits améliorés, forcément. Mais là, on a atteint des niveaux avec 1000 gigabits par seconde en pic. 1000 gigabits. Voilà, une latence de 100 microsecondes. Vous avez le téléphone qui fume que la 5G. Un truc. C'est ça. Et Samsung, donc parie que tous ces usages pourraient permettre, par exemple, de créer une sorte de double numérique, parce que grâce à ces débits, on pourrait déjà avoir une réalité virtuelle qui est étendue, et également une création d'hologrammes. Donc, on pourrait finalement se représenter directement avec un casque sur la tête, son double numérique qui évolue dans le bureau, qui est représenté directement en réalité virtuelle, et au bureau, il y aurait en fait un robot qui réagit à votre place dans l'environnement. C'est lui qui va aller serrer la main de vos collègues. Enfin bon, voilà, c'est quand on veut interagir avec les objets, etc. dans l'environnement, c'est le robot qui le ferait à sa place. Alors c'est comme ça donne un peu le tournis. On peut faire n'importe quoi au robot en plus. Si on n'est pas là, on s'en fout. C'est ça. Ouais. Ça donne un peu le tournis forcément parce que la 5G n'est même pas encore disponible en France, qu'on est déjà en train de parier sur ça. Mais c'est aussi un moyen pour Samsung de se positionner sur cette 6G. On sait que Samsung sait très bien faire de la réalité virtuelle. On sait que Samsung sait faire des terminaux 5G et donc 6G. Et on sait que Samsung aussi fait tout ce qui est infrastructure. Bien sûr. Ça va devenir pour lui une partie proéminente dans son activité. Et puis en étant le premier à parler de la 6G, il se positionne en disant le jour où c'est prêt les gars, vous pourrez faire appel à nous. T'as un vrai sujet avec Huawei aussi. Par exemple, l'Angleterre qui commence à dire on va sortir Huawei de nos réseaux, etc. Donc, d'ici 8 ans, en fait, Huawei n'aura plus le droit d'être présent en Angleterre. C'est incroyable. Tout à fait. Donc il y a tous les acteurs comme Nokia, Ericsson, etc. qui sont là. Coucou, nous aussi on fait des équipements qui vont bien. Bon, c'est vrai qu'en ce moment on est quand même d'abord en train de se disputer sur la 5G.
Donc la 6G, Ouais, c'est de la peut-être qu'on va prospective, faire hein. directement 4 à 6. Mais c'est vrai que Samsung, qui n'est pas forcément très présent dans la 5G actuellement, se dit c'est peut-être le moment de placer mes pions pour la suite et de montrer qu'on sait faire ce genre de choses. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a 8 ans entre chaque génération de réseaux mobiles. Oui. Moi, je me souviens, on commençait à parler de la 4G de manière sérieuse en 2012. Oui. 2013, ça a été le lancement de Bouygues Télécom avec d'un coup 60% de la population, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait appuyé sur un bouton et il y avait 60% de la population couverte en 4G. Donc finalement, 2028-2020, on est dans les clous. Oui, quoi. c'est ça, tout à fait. Mais bon, il va falloir quand même régler tous les problèmes inhérents à la 5G et surtout à ces drôles de bruits qui circulent à droite à gauche, comme quoi la 5G aurait provoqué des maladies. En fait, d'ailleurs, c'est très intéressant si tu regardes, parce que le même genre de rumeurs pas très fondées existe depuis le début de n'importe quel appareil faisant des ondes. Oui. Et pourtant, on évolue tous les jours avec autour de nous les ondes de télé, de radio, de Wi-Fi, de machin. Et je me souviens aussi du cas de gens qui disaient oui, j'arrive plus à dormir la nuit depuis qu'il y a une antenne 4G qui a été installée à côté de chez moi, j'ai le cerveau qui brûle. L'antenne n'était pas active. Oui. Bon. On a peut-être un peu le même phénomène avec la 5G. Après, il est vrai que certaines personnes qui sont avec un nombre très très faible seraient sensibles malgré tout, électrosensibles. Oui, c'est une pathologie qui a été reconnue d'ailleurs dans certains pays scandinaves, si je ne m'abuse. Et puis après, d'autres disent aussi que la 5G, étant donné qu'elle va émettre sur des ondes qui sont millimétriques, ce qui n'est pas le cas de la 4G, pourrait avoir une incidence sur la santé peut-être plus forte que la 4G. Mais alors, ils vont être sérieux avec la 6G parce que la 6G vise des ondes de terahertz, donc c'est encore au-dessus. Donc, le micro-ondes à côté, c'est un modem 56K, si vous voulez. Donc, je ne sais pas trop comment on va faire, les amis. Bon, voilà pour la 6G avec Samsung. On enchaîne avec Twitter et cette attaque sans précédent. Une période de piratage sur Twitter avec quelques-uns des comptes les plus importants sur Twitter qui ont été piratés. Ouais, ça a été semaine cataclysmique là pour Twitter. En gros, il y a eu 130 comptes. Twitter a confirmé le chiffre. 130 comptes de personnalités, alors très populaires. C'est Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Kanye West et aussi des marques comme Apple, Uber et des dizaines d'autres qui ont été... Donald Trump, malheureusement. Enfin, je veux dire malheureusement. Oui, mais voilà. On se demande s'ils ont voulu s'attaquer au président des États-Unis et puis essayer de. En tout cas, avec son concurrent. Joe Biden, voilà, tout à fait. Mais c'était vraiment massif et avec ce même message posté à chaque fois, c'est-à-dire la proposition d'envoyer des bitcoins à une adresse et qu'on allait rembourser le double en bitcoin. Alors c'est tout à fait. J'imagine le tweet de Joe Biden. Je suis sûr qu'il sait même pas ce que c'est un bitcoin. Non, mais c'est ça. Il se retrouve avec ce tweet. Mais en fait, c'est marrant parce que ça s'appuie sur un truc qui se produit déjà souvent. C'est des faux comptes qui se font passer pour Elon Musk avec un orthographe très très proche. Par exemple, Elon, mais avec un 0 à la place du O, Musk. Et c'est des gens qui récupèrent des comptes certifiés. Parce que du coup, l'illusion est quand même assez parfaite. Et il y a plein de gens comme ça qui se sont déjà fait dépouiller de beaucoup d'argent. Là, je crois qu'on parle de 120 000 $. Alors voilà, ça a marché en partie parce que quand on peut tracer les mouvements de Bitcoin et on voit que les adresses en question, c'est autour de 120 000 $ de bénéfices. Sur ces tweets, on incitait les gens à investir des bitcoins et en fait, ils doublaient la mise. C'est ça. Ils pensaient pouvoir doubler la mise. Mais effectivement, c'était l'arnaque. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau, qui ont investi de l'argent et donc c'est un montant estimé à 120 000 $. Voilà, à peu près. Ce qui est peu et beaucoup finalement. Moi, je trouve c'est peu. Parce que c'est 13 bitcoins. Elon Musk, il a 3 millions d'abonnés sur son compte. Joe Biden, il a des tonnes d'abonnés aussi. On aurait pu croire que ça aurait fait des dommages bien plus importants. Après c'est tellement probable comme pas resté en ligne très très longtemps. Voilà. Mais c'est vrai que les gens, ils tombent tous pour ce truc. Puis tu te dis, bon, c'est pas grave, je connais pas, mais on me promet de doubler la mise. C'est génial. Et puis c'est un compte certifié, c'est fiable. Et c'est d'ailleurs, en fait, tout. Et c'est Barack Obama. Mais pourquoi Barack Obama parle de ça ? Et c'est toute la crise que traverse Twitter à cause de ça. C'est qu'ils font des comptes certifiés. Donc tu te dis, l'information, d'ailleurs, on a déjà vu depuis longtemps qu'un compte certifié ne veut pas dire une information de qualité ou valable. Non. Mais tu te dis, bon, je peux avoir confiance, il y a plein d'abonnés, c'est certifié. On peut être sûr, moi, c'est cette personne qui s'exprime. Je crois que c'est cette personne, donc je suis pas en train de me faire avoir. Non. Et pas du tout. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, est-ce qu'on a des infos ? Est-ce qu'on sait comment ces comptes ont été piratés ? On commence à en avoir. Ça a l'air assez rocambolesque. Les premières infos faisaient état d'une attaque par ingénierie sociale, comme on dit. En gros, on n'a pas forcé les mots de passe
passe en essayant plusieurs mots de passe d'affilée, c'est que les attaquants se seraient fait passer pour des personnes autorisées et auraient abusé de la crédibilité de certains employés Twitter qui auraient ouvert des accès à ces comptes-là. Ça, c'était la première piste. Ensuite, il y a eu le site américain Motherboard qui a dit, sur leurs infos, qu'un des employés de Twitter avait été payé pour ouvrir justement l'accès à ses comptes à un groupe de hackers. Ça, c'était la deuxième piste. Et, ça, c'est grave. Alors, c'est très grave. Et la troisième, là, qui commence à émerger, elle vient de Brian Krebs, qui est un chercheur en sécurité très connu, qui est un ancien journaliste du Washington Post, qui a fait un article assez génial, une enquête assez géniale sur son blog. Je vous invite à la lire. Et lui parle en fait d'un petit jeune qui a 21 ans, qui s'appelle Joseph James Connor. Il aurait réussi à remonter cette piste, qui est en fait un habitué de ce qu'on appelle le SIM swapping. C'est-à-dire, en gros, on arrive à se faire passer pour le numéro de téléphone de la personne. Donc, quand on fait une connexion à son compte, le double authentification, on va recevoir le code d'authentification sur son faux numéro, en fait, plutôt que la personne qui l'a. Et en fait, ce petit jeune, qui est de Liverpool, aurait fait ça pour le compte de Jack Dorsey, le patron de Twitter, il y a l'année dernière, qui s'était fait pirater, et c'était grâce à ce principe-là. Et en fait, ça serait donc ce gamin, ce petit jeune, qui aurait réussi à hacker de cette manière-là les comptes en question pour pouvoir encaisser cet argent. Donc on se rend compte que la double authentification par SMS, qui se veut être l'authentification ultime, finalement c'est pas le cas, c'est même pire que s'il n'y en avait pas, quoi. Pire non, parce qu'il faut quand même arriver à faire en sorte de subtiliser ce numéro de téléphone, donc c'est quand même pas donné à tout le monde. Qu'il faut connaître aussi. Et tu dois connaître le numéro que tu veux subtiliser, tu dois connaître l'opérateur où se trouve le numéro, toutes ces étapes-là sont nécessaires pour ensuite se faire passer pour le client. Il dirait, il me faut une nouvelle carte SIM. Et toi, du coup, c'est comme si j'utilisais ton numéro après un petit appel chez ton opérateur en me faisant passer pour toi. Ouais, d'accord. Et Brian Krebs, donc ce chercheur, montre aussi que certains comptes qui sont liés à Joseph Connor avaient tweeté des captures d'écran de l'interface à laquelle ont accès les employés de Twitter, et dans laquelle ils peuvent aussi changer l'adresse email de contact. Donc à partir de là, si lui a accès à ça et peut changer l'adresse email de contact, bien sûr, forcément on ouvre la boîte de Pandore et on fait ce qu'on veut. Exactement. Donc et le FBI a ouvert une enquête, Twitter a ouvert une enquête en interne, et donc on va voir ce qu'il en ressort, parce que c'est effectivement assez grave quand on imagine, comme tu disais, si le compte de Donald Trump se fait hacker, on peut lui faire dire n'importe quoi, et des choses très graves. C'est déjà un petit peu le cas. Alors un petit peu, mais voilà, s'il annonce une attaque nucléaire sur la Corée du Nord par son compte Twitter, ça peut être ça fait partie du genre de message qu'il poste un peu tous les jours. Je suis pas sûr qu'on puisse faire bien mieux, bien pire que ces messages. D'ailleurs, ne serait-il pas piraté le compte de Donald Trump depuis toutes ces années? C'est le cerveau de Donald Trump qui a été piraté. Enfin, en tout cas, coup dur pour Twitter. Vrai coup dur et vraie crise de confiance avec une action qui a baissé, etc. Évidemment. Tout à fait. On parle d'Apple maintenant et de ce vieux serpent de mer, de cette amende faramineuse de 13 milliards de dollars. Apple qui avait été condamné par la Commission européenne pour de l'argent qui, en théorie, aurait dû aller au fisc et qui n'y est jamais allé. 13 milliards. Et il y a eu un dernier rebondissement concernant cette affaire cette semaine. Et pas des moindres, le rebondissement, puisque c'est un vrai revers pour la Commission européenne qui avait infligé cette sanction. En gros, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a annulé cette décision, donc de rembourser ces 13 milliards de dollars. Les juges estiment que la Commission n'est pas parvenue à démontrer vraiment, je cite, l'existence d'un avantage économique sélectif pour Apple. Alors pourquoi ? Parce qu'on vous rappelle que effectivement l'Irlande, pour séduire les entreprises et leur dire venez chez nous, créez des emplois chez nous, font des taux d'imposition un petit peu à la carte. Et chez Apple, c'est vraiment le cas, puisqu'on estime que le taux d'imposition d'Apple est de 0,005% en Irlande au lieu de l'habituel 12,5%. Donc on voit l'avantage qui est donné à Apple. Ils sont meilleurs en négociation que moi. Et effectivement, Apple avait profité de ce taux d'imposition pour rapatrier en Irlande l'ensemble des recettes qu'elle avait réalisées entre 2003 et 2014 pour justement payer presque pas d'impôts. Et c'est là que la Commission avait dit non, c'est 13 milliards, il faut que vous les remboursiez. C'est pas vraiment une amende en fait, il faut que vous remboursiez ces 13 milliards à l'Irlande. Vous nous devez cet argent. Voilà, c'est ça. Et donc on va voir la suite de cette décision, mais Margaret Vestager, qui est donc la vice-présidente chargée de la concurrence au niveau de la Commission, elle déclare étudier ça. On va voir s'il peut y avoir des recours, parce que c'est vraiment un coup dur pour la Commission. Et bien sûr, et la politique de la Commission. Et la crédibilité de cette Commission. Exactement, qui est habituée du fait, qui avait infligé
aussi ce genre de sanctions à Google, on s'en souvient, etc. Donc, ils ont fait ça pour Starbucks aussi. Oui, je crois qu'Amazon est aussi dans le Elle est poste. appelée Tax Lady dans le milieu, donc c'est assez drôle. Mais en fait, Donald Trump toutes les l'appelle comme boîtes font ça, Amazon au Luxembourg. Bien sûr. Oui, c'est malheureusement. ils profitent on va dire, des différences d'imposition, de la concurrence que se font les États entre eux, en fait, au niveau des taux d'imposition pour attirer les entreprises. D'un point de vue purement business, tu as du mal à leur reprocher d'aller à l'endroit qui est le plus avantageux pour eux. Bien sûr. Allez, non, choisissons le pays où on paye le plus cher. C'est tellement sympa. Après, le vrai sujet, et ça, c'est en tant que citoyen, nous, on doit se dire aussi, mais tout cet argent, pas que chez Apple, mais qui échappe aux pays dans lesquels ils opèrent, c'est de l'argent en moins, justement pour les hôpitaux, pour toutes les infrastructures dont on s'est rendu compte qu'elles étaient assez critiques ces derniers mois. Et dont on avait un petit peu besoin de temps en temps. Donc, d'où cette taxe GAFA, qui là encore au cœur de discussions vraiment très dures entre, par exemple, la France et les États-Unis. Tout à fait. Puisque, évidemment, les États-Unis n'acceptent pas que la France puisse demander de l'argent comme ça aux GAFA. Voilà, ça, là encore, c'est une histoire qui va durer encore des mois, voire des années. Oui. On reste du côté de chez Apple qui, après avoir échappé à 13 milliards, va devoir payer quand même un petit milliard à Samsung. Voilà, ça leur servira certainement c'est pas grand-chose. à payer cette petite pénalité envers Samsung. En fait, pourquoi Apple doit ce milliard de dollars à Samsung ? Parce que Samsung fournit des écrans OLED à Apple pour équiper ses iPhones. Si vous avez un iPhone, vous avez un écran, enfin un iPhone de dernière génération. Récent, vous avez un écran OLED Samsung. C'est ça, et LG aussi en fait également pour Apple. Et dans ce genre de contrat, on imagine qu'effectivement, c'est pas genre je vais à la boutique et je dis bonjour, je voudrais 14 millions de. Voilà. Et il y a des contrats qui sont sécurisés et Apple s'engage à acheter un tel nombre d'écrans auprès de Samsung. Et quand ce nombre-là n'est pas atteint, eh bien, il y a des pénalités qui tombent. C'est assez logique, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les contrats commerciaux. Et ça a été le cas au second trimestre 2020, confinement, les ventes de smartphones baissent, les fabrications sont stoppées parce que les usines également sont stoppées. Donc forcément, il y a moins de demande, forcément on achète moins d'écrans et on se retrouve à payer cette pénalité. Et c'est quelque chose qui était déjà arrivé à Apple l'année dernière. Apple avait dû payer 680 millions d'euros, c'est ça, à Samsung pour la même chose en fait. Donc finalement, c'est la routine pour Apple qui paye un petit milliard par an à Samsung. Ouais, mais c'est pas si grave que ça. C'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir les écrans qu'il faut quand ils en ont besoin. Exactement, ça sécurise la chaîne d'approvisionnement. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que je me demande pourquoi ils se servent pas finalement de ces écrans pour les autres générations de téléphones. C'est ça qui est bizarre. Avec les nouveautés qui peuvent arriver technologiques sur les écrans, s'ils utilisent des écrans d'ancienne génération. C'est vrai qu'après, les précédentes générations ne sont plus produites, finalement. Donc ils préfèrent écouler les stocks que de se servir des écrans. Mais bon, c'est quand même une sacrée pénalité. Petit milliard de dollars, on peut pas se dire que c'est. Ouais, ça c'est clair que c'est. Non, mais je pense que ça va aussi les amener à réviser la façon dont ils font leurs contrats avec certains fabricants. C'est une énorme somme d'argent. Leur chiffre d'affaires à l'année, c'est 270 milliards de dollars. Si tu dois payer 1 milliard de dollars, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ils vont clairement réévaluer effectivement les contrats. Cela dit, c'est pas rien, mais c'est j'imagine un partenariat tellement stratégique pour Apple de pouvoir fonctionner comme ça avec Samsung que finalement. Imaginez l'argent qu'Apple aurait perdu s'ils n'avaient pas pu avoir assez d'écrans pour fournir des téléphones. Je suis persuadé que ça c'est un chiffre qu'on nous balance comme ça. Bien sûr. Mais évidemment, il y a d'autres qui doivent avoir tellement de subtilité. Je suis sûr que Apple va récupérer cet argent-là. Tout l'article qui vient d'un média coréen dit en fait Apple pourrait avoir à payer 1 milliard de dollars. Mais dans le cadre d'une transaction commerciale avec un partenaire, tu t'amuses pas forcément à taper non plus sur les gens qui sont... Un chien ne mord pas la main de son maître. Et j'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'ils aient envie de prendre 1 milliard pour qu'Apple dise ensuite. Oui, voilà, c'est ça. Et on sait qu'Apple a très envie de se séparer de ses plus grands fournisseurs. Donc je pense que Apple travaille sur le micro-LED pour les prochaines générations et voudrait effectivement fabriquer ses propres écrans. Allez, on passe maintenant à l'appli Contact Tracing que vous avez peut-être installé. Alors statistiquement, si vous nous regardez, vous ne devez pas être très nombreux à l'avoir installé. C'est bien dommage d'ailleurs. Moi, je l'ai installé sur mon iPhone. On a quelques chiffres concernant cette application qui est l'appli Stop Covid. Tout à fait. Et oui, alors nouvelle estimation cette semaine d'après une étude du cabinet d'analyse Sensor Tower. Seulement 3,1% de la population française aurait installé cette application Stop Covid. On se souvient
déjà que l'ancien secrétaire d'État numérique Cédric O avait fait une sorte de constat d'échec fin juin, et il avait annoncé qu'il y avait seulement 14 personnes qui avaient été alertées grâce à Stop Covid, et on voit qu'effectivement que cette étude montre la faible popularité de l'application. Alors le chiffre français est très bas, mais il n'est pas vraiment brillant pour les autres pays qui ont été étudiés. Il y a eu 13 pays analysés, donc presque 2 milliards d'habitants, et en moyenne c'est 9,3% de la population qui a installé cette application. C'est un peu mieux quand même. C'est un petit peu mieux, soit environ 173 millions de personnes sur ces 2 milliards. Donc mention spéciale à l'Australie, qui arrive à quand même 21% d'installation. Voilà. Bravo. Par contre, aux Philippines, ils s'en fichent complètement, c'est 0,2%. Donc voilà, ça, on n'est pas les bonnets d'âne, mais pas loin. Ça fait, je regardais avec ma petite calculatrice, ça fait 2 millions de Français qui ont installé l'appli sur 67. Mais moi, je me dis, ça a été un tel échec de communication et de stratégie. Le gouvernement est déjà pas génial en général quand il s'agit de faire développer des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez du logiciel de paiement des armées qui a un gouffre financier, etc. Bon, là, c'est un projet qui a été mené par des sociétés externes, mais toute cette com qui a embrouillé l'esprit des gens entre on ne veut pas bosser avec Apple, on ne veut pas machin, plus toutes les fake news sur on va vous suivre à la trace, on va savoir tout ce que vous faites, etc. Cela dit, attention, on est en train de voir qu'il y a un rebond de l'épidémie. Peut-être qu'on va, peut-être que en fait, le nombre de personnes qui utilisent cette application va bondir dans les semaines ou les mois qui viennent. Ça redonnera envie de l'installer, peut-être. Effectivement. On va parler maintenant de recharge rapide. Que dis-je, recharge rapide? Recharge ultra rapide. Ah oui. Bah, tu parlais d'avoir son cerveau qui fond. Là, je crois que c'est le smartphone qui va. Faut pas rester à côté pendant qu'il se charge. C'est Oppo qui est un peu le spécialiste de la charge depuis pas mal d'années maintenant. Ils communiquent souvent là-dessus. Et ben là, ils ont lancé un truc, ça fait un peu peur. Cette semaine, c'est une nouvelle version donc, de leur système qui est baptisé SuperVOOC, avec une flash charge, comme ils appellent ça, de 125 watts. Donc le chargeur en fait permet de charger une batterie de 4000 mAh, donc une batterie assez conséquente dans un bon smartphone, en seulement 20 minutes. Donc c'est assez hallucinant. En partant de zéro, le téléphone est éteint, il n'a plus de batterie. Il a 100% en 20 minutes, donc c'est assez extraordinaire. Et en plus de ça, il y a aussi un système, le AirVOOC, qui là est un système sans fil, par induction, qui lui le permet en 30 minutes. Là aussi, c'est une super performance parce qu'on sait que l'induction, ça génère beaucoup de déperdition. Et quand on arrive à faire ce genre de choses, on voit que tout a été pensé autour de ça. Le chargeur à induction à 65 watts, j'imagine les ondes électromagnétiques autour. Là. Ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Clairement. Et effectivement, on voit que le constructeur a vraiment pensé tout ça parce qu'il y a, par exemple, un système, il y a 13 capteurs qui vont être placés dans le smartphone qui, en gros, surveillent la température. Il y a des puces qui sont dans les câbles et dans le chargeur pour être sûr que c'est exactement le bon accessoire qui est utilisé pour pas que ça chauffe. Le câble est spécial. Il y a un extincteur intégré dans le téléphone. Il y a un extincteur. Si vous entendez... Ça pourrait, mais effectivement. Et on s'est rendu compte, quand on fait les tests en labo, notamment notre collègue Nicolas Lelouch, que finalement, ce sont des téléphones qui chauffent beaucoup moins que certains quand ils sont en charge. C'est ça qui est assez extraordinaire. Parce que c'est malin, il y a deux batteries en fait. Voilà, parce qu'il y a deux batteries qui permettent justement de répartir l'intensité entre les deux accumulateurs, donc ça ne chauffe pas forcément d'un coup. C'est assez malin, c'est très bien fichu. Pour l'instant, on ne sait pas encore quel smartphone aura ce système-là, mais Oppo est un coutumier du fait, ils annoncent d'abord ce système-là et le smartphone qui va arriver bientôt haut de gamme l'intégrera bientôt. C'est rigolo d'ailleurs de la part d'une marque de téléphonie mobile de ne pas vraiment communiquer sur un téléphone mais sur une technologie de recharge. Il se place en leader de la techno elle-même et en se disant, on se focalise pas en disant ça va ne bénéficier qu'à un produit mais ça sera peut-être toute une gamme. C'est pas con, surtout si t'as pas beaucoup d'autres choses sur lesquelles communiquer, tu peux faire un peu le buzz sur ta techno de charge. Et je me dis, à défaut de réussir à vraiment améliorer les capacités de batterie des smartphones, on a réussi à améliorer les capacités de charge, permettre de faire qu'en le posant 5 minutes pendant ta pause déj, t'es reparti pour le reste de la journée, c'est pas mal. Bon, il y a la maison qui disjoncte, c'est ça le problème. Oui, et ton téléphone est en lévitation au-dessus de ton chargeur. Enfin, si tu allumes le fer à repasser, plus tu recharges ton Oppo, là c'est terminé. EDF ferme. Il faut être en triphasé chez toi pour pouvoir charger 2 smartphones. Non, c'est pas mal quand même. On plaisante, mais c'est une belle prouesse technologique.
La PlayStation 5, Oui. alors là, on est de plus en plus nombreux à l'attendre, cette console, Oh oui. parce que c'est vrai que les images qu'on voit, les teasings à droite à gauche sont quand même assez ahurissants. Ouais, complètement. Sony se prépare tranquillement, visiblement. Oui, même accélère le pas, parce que Sony, on a toujours un peu peur avec les lancements de PlayStation d'une pénurie. On sait que Sony, des fois, orchestre un petit peu ça, justement, pour faire un petit peu le buzz autour de sa console. Mais cette fois-ci, on dirait que Sony veut vraiment produire beaucoup de consoles. On sait que les premières prévisions de production étaient de 5 à 6 millions d'exemplaires pour le lancement et les semaines suivantes. Là, manifestement, d'après les sources sur place dans les usines, on est entre plutôt 9 et 10 millions d'exemplaires qui seraient produits, donc le double pour ce lancement-là. C'est effectivement une anticipation d'une demande importante, mais Sony aussi se dit qu'on va profiter du moment d'une accalmie post-Covid pour profiter que les usines soient ouvertes pour en produire le plus possible, parce que si jamais il y a encore un souci de confinement, un rebond de l'épidémie, etc., on aura du stock pour pouvoir fournir la demande qui sera certainement en plus haute, puisqu'ils se sont rendus compte que pendant le confinement, ils ont vendu beaucoup de jeux vidéo. Espérons qu'on ne soit pas encore confiné. Tout à fait, mais c'est aussi une anticipation de ça. Ouais. Donc, c'est intelligent. C'est plutôt intelligent de la part de Sony. Mais je pense qu'il y a plein d'industriels qui font ça. Oui, je suis sûr qu'Apple doit commencer certainement, à faire des petits iPhones en loose day, là, histoire d'attendre... C'est sûr, et effectivement, on voit que Sony anticipe cette demande qui sera certainement assez importante de sa console, qui sera disponible a priori donc à l'automne. Oui, mais il n'y a toujours pas de date de sortie. Il n'y a toujours pas de date de sortie annoncée. On peut se dire qu'ils sont en train de se préparer pour Noël. Sûrement. Oui, elle sortira avant Noël. Dans la dernière ligne ça droite sort le mois d'octobre ou quelque chose comme ça. Avec, vous le voyez, 2 consoles disponibles. Une version Blu-ray et puis une autre version qui serait complètement... Digital Edition, qui ne joue on air, quoi. Que des jeux téléchargés. Que des jeux téléchargés. À réserver aux bonnes connexions fibre optique à la maison, parce que télécharger des jeux... Elle est compatible 6G, on en parlait tout à l'heure avec Samsung. En fait, le jeu se télécharge avant qu'on pense à le vouloir. C'est ça qui est... avec l'intelligence artificielle. Très très fort. On peut tout faire. C'est Microsoft qui vient d'annoncer d'ailleurs l'arrêt de sa Xbox One X. Oui. Parce évidemment, Microsoft va sortir aussi sa nouvelle console, qui fait un peu moins le buzz, j'ai l'impression quand même. Et ils sont en train de décimer en fait la génération précédente. On verra bien un petit peu, là encore, le match Xbox PlayStation 5. Merci à tous les deux. Merci Jean-Sébastien Zanfi de 01net. Gonzague. Merci. Un plaisir, toujours. Gonzague qu'on peut retrouver évidemment sur son blog, sur tous les réseaux sociaux, etc. Mon prénom inexplicable. Gonzague. Voilà, mais au moins c'est original et on n'oublie pas. C'est pas comme François. Vous restez avec nous. Marc aussi, c'est un prénom assez commun, on va dire. Mais vous allez voir que la personne que je reçois n'est pas du tout commune. Marc Simoncini. Dans un instant, donc, pour la suite de ce De quoi je me mail. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.